Bonsoir à tous, merci d'être là. Je suis Dominique Lozé, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et lui, il a parlé sans se présenter, vous le connaissez forcément, c'est Emmanuel France, qui est un des cofondateurs avec Isabelle Nicolin, qui est là-bas de cette organisation, de cette association qu'on a créée ensemble. Meilleurs vœux, merci de votre fidélité. On est content du succès qui se perpétue de ces afterworks de NWO, New Ways of Working. Voilà, on a fait une année 2017 avec un afterwork tous les 2 mois. C'est le premier de l'année. Je vous invite d'ores et déjà à 2 prochains rendez-vous. Le 5 avril, et l'autre c'est le 14 ou c'est le 15 juin? C'est un jeudi, c'est le 14 juin. Donc le 5 avril, nous ferons un afterwork dans ce format-là, mais pas ici, sur la question de la diversité, avec plusieurs approches, l'approche générationnelle, l'approche culturelle, l'approche de diversité de genre, diversité d'origine et le handicap. Donc c'est quelque chose aussi qui fait partie des évolutions importantes de la relation au travail, de cette difficulté particulière de gérer des populations et des approches culturelles différentes dans des mêmes lieux et des projets communs. Et puis au mois de juin, nous aborderons un thème que j'ai hâte de découvrir avec un passé de manager qui n'a pas toujours été comme ça, qu'on a mis sous l'égide du management bienveillant. Alors je vais apprendre des tas de choses, sans doute un peu tard, mais bon voilà. Effectivement, on est tout à fait persuadé, je dis ça évidemment avec un clin d'œil, on est tout à fait persuadé qu'on ne peut pas aborder les évolutions du travail, le flex office, le télétravail, le management intergénérationnel, la préoccupation de l'éclosion des talents sans que le management soit en adéquation avec ces ambitions-là, avec ces projets, et il faut que les choses changent sur la base de la confiance, sur la base de la délégation, sous ce mot générique, chapeau de bienveillance. Ce soir, on parle de formation et d'adéquation de la formation aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Moi, j'ai une fille qui est en 5e, je suis toujours absolument frappé qu'à l'école, au collège, on demande aux enfants de 13 ans « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Évidemment, aucun d'entre eux ne répond « Je pense que je vais commencer par être actuaire chez Generali, ensuite je vais ouvrir un bar à tapas à Bombay, ensuite je vais aller faire une césure au Burkina Faso, après je serai contrôleur de gestion chez Mazars, et après je me mettrai à mon compte comme marchand d'art. » Personne ne répond ça. Mais pourtant, c'est ça qui va se passer dans la vraie vie. Et les profs continuent d'attendre qu'on leur réponde, suivant l'ambition des familles, pompiers, infirmières, médecins, avocats, je ne sais quoi. Donc il y a un vrai sujet, et le sujet ne se résout pas non plus à dire « il faut apprendre le code », parce que le code qu'on apprend aujourd'hui, ce ne sera pas celui qu'on utilisera dans 10 ans non plus. Donc c'est tout l'enjeu de ce débat de ce soir, et je laisse Emmanuel, sans attendre, nous présenter nos intervenants. Merci à vous. Alors, les intervenants ce soir, il y a du niveau. Je préfère vous prévenir, on n'est pas là que pour rigoler. C'est vraiment 4 personnalités, 4 histoires différentes. Et je suis vraiment très très fier, au nom de toute l'équipe de NWO, de pouvoir vous présenter cette conférence avec Pierre Morquin, ce que je propose d'aller s'installer. Les 4 vont s'installer s'ils sont d'accord. Donc Pierre Morquin se présentera évidemment très précisément, mais on peut dire qu'il est notre caution, si je puis dire, dans les neurosciences, quand même, un petit peu, pour essayer de comprendre comment on peut apprendre. Voilà. On a Anne Lalou, qui est la présidente, directrice générale de la Web School Factory, qui nous présentera un petit peu ce projet qui est extrêmement dynamique et passionnant également. On a Jean-Luc Néraud, qui est juste ici, voilà, qui est directeur général adjoint de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, en charge des ressources humaines de mémoire, hein, c'est bien ça. Et puis Florence Bourgige, qui étant consultante, coach, et qui est également en charge au sein de la Fabrique Spinoza, qui est notre partenaire historique, qui est le think tank du bonheur citoyen, qui est en charge de l'éducation et bonheur. Donc on est pile poil dans le sujet. Avant qu'on commence, il va y avoir quelques éléments là, donc vous voyez un mur de mots qui s'active, pendant que, juste avant de passer à la deuxième question, il y a 3 petites questions, donc ça prend 2 minutes.
je voudrais vous expliquer la genèse de ce sujet. Pourquoi ce sujet? On a eu une conférence débat passionnante en novembre sur l'intelligence artificielle et les enjeux pour le travail de demain. C'était passionnant, on a eu 3 intervenants très 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 chouettes, et on a eu notamment Géraldine Transno, qui se cache là-bas derrière, je l'ai vu, voilà, qui est la présidente de Future Skills, la branche formation de Manpower Group, et qui nous expliquait de manière assez pertinente qu'elle travaillait de manière active à la formation des gens qui aujourd'hui n'ont pas de travail dans des métiers qui aujourd'hui ne trouvent pas de ressources. Donc je trouvais ça vraiment très intéressant, c'est finalement comment on réagit à ce qui est déjà une problématique d'aujourd'hui. Et donc on devait deux choses dans notre think tank. On avait vraiment l'envie d'aller voir quel est l'enjeu, qu'est-ce qui va se passer pour les métiers de demain. Ça, c'est vraiment le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est, ok, super la formation continue, mais quid de la formation initiale? Qu'est-ce qui se passe avant qu'on arrive sur le marché du travail? Et donc ça, c'était vraiment des enjeux qu'on estimait ne pas avoir eu le temps d'aborder suffisamment. Alors la règle, Géraldine, c'est que les intervenants chez nous ne viennent qu'une fois en tant qu'intervenant, parce qu'on essaye de faire en sorte que ça se renouvelle beaucoup. Mais ça aurait été passionnant de t'avoir avec nous, évidemment. Tu interviendras autant que tu le voudras tout à l'heure. Donc voilà la genèse de l'organisation de ce débat ce soir. Alors, le petit mur de mots, la formation, la flexible, permanente, adaptabilité humaine, vitale, digitale, adaptée, espérance, adaptabilité, humaine, c'est intéressant, finalement, c'est pas mal, interactive, transmission, bienveillance, partagée, voilà. Vraiment très très intéressant. Merci pour votre participation. Tout le monde a bien réussi à faire fonctionner son petit menti.com. Je vous propose de passer à la deuxième question. Une question très difficile. La formation initiale de demain, la plus adaptée, se fera par l'intermédiaire de quoi, à votre avis? De l'entreprise, de l'école comme aujourd'hui, de l'université online, les MOOC, du mentoring, ce que je pourrais appeler aussi le compagnonnage. Qu'est-ce qui, à votre avis, est l'avenir de la formation? Oh, bah dites donc, c'est intéressant. Alors on est une cinquantaine, soixantaine, donc quand on aura une petite trentaine de réponses, ce sera déjà satisfaisant. Mais voilà, quand même, l'école est importante. Moi je pensais notamment, et Florence pourra nous en parler, dès l'école primaire, il y a beaucoup de choses qui se font. J'ai eu la chance d'avoir mes enfants en Montessori, donc on peut vraiment faire des choses intelligentes. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le public, de plus en plus d'enseignants utilisent ces méthodes d'école nouvelle. Ils n'ont pas le droit, donc ils le font pendant toute l'année, sauf quand l'inspecteur passe. Voilà. Donc, mais ça diffuse, heureusement aujourd'hui, on s'ouvre énormément là-dessus. Donc quand même, il y a une nette prévalence pour vous sur le mentoring, c'est-à-dire qu'effectivement, l'expérience, c'est-à-dire le savoir-faire certes, mais aussi les compétences directes dans l'expérience sont vraiment sans doute une voie d'avenir. Évidemment, l'entreprise pour la formation continue est une vraie option. Et bon, bah, l'école en premier lieu, c'est un petit peu moins le cas. Alors, il y a combien de personnes là? On est largement à 30 là. 32. Bon. Ah oui, 32, c'est marqué juste à côté, effectivement. Ok, on va passer à la troisième question. C'est histoire de vous chauffer un petit peu sur le sujet pour que vous commenciez à réfléchir à tout ça. La troisième question. Pensez-vous que les formations passeront de plus en plus par l'entreprise? On a vu tout à l'heure que vous étiez a priori d'accord. Oui, les entreprises seront en première ligne dans l'évolution des collaborateurs vers de nouveaux métiers. Et l'autre idée, c'est pas plus qu'aujourd'hui. Ah, il y en a qui ne pensent pas qu'il va y avoir une révolution de ce point de vue-là. Bon, la tendance est nette. J'avoue que la question est un petit peu téléguidée, mais on n'est pas là pour se sanctionner, au contraire, mais pour se valoriser. Donc la première intervention, j'ai souhaité que Pierre Morquin puisse commencer parce qu'il a plein de choses à nous raconter sur comment ça fonctionne un cerveau. Finalement, comment est-ce qu'on peut enseigner ou comment est-ce qu'on peut retenir les informations qu'on nous donne? Quelles sont les nouveautés de la science et notamment des neurosciences? Parce que je pense que beaucoup d'enseignants n'en ont pas conscience, n'en ont pas connaissance seulement. Et il y a des choses assez passionnantes qui existent aujourd'hui. Donc Pierre, je vous propose de commencer. On se dit 10-15 minutes, on a dit, c'est assez libre.
a priori, il y aura des questions après les interventions des 4 invités, mais s'il y a quelque chose qui vous brûle les lèvres à tel point que vous ne puissiez retenir votre question, évidemment, vous ne serez pas sanctionné, enfin, pas immédiatement. Donc, vous pourrez poser vos questions. Pierre, à vous. Merci bien. Voilà, alors je vais peut-être d'abord vous choquer en vous disant que je ne suis pas un neuroscientifique. Je suis au départ un chef d'entreprise qui a écrit beaucoup dans de nombreuses entreprises. J'ai aussi repris les usines de Renault-Villevorde qui ont fait un énorme tabac il y a 20 ans là, et j'ai créé des centaines d'emplois sur ceci. Mais depuis l'âge de 27 ans, je me suis passionné pour mon développement personnel, et il y a 30 ans, j'ai rencontré, enfin 28 ans, j'ai rencontré Jacques Pradin qui venait de créer en fait un centre de recherche sur les comportements humains à travers la multidisciplinarité des neurosciences, la biologie, le comportementalisme, le cognitivisme, l'éthologie, et donc j'ai largement financé cette recherche, qui représente à peu près 85 années en recherche. Et puisqu'on parle de la formation, naturellement, la formation se fait à tout âge, aussi bien à l'école qu'à l'université que dans l'entreprise. Et c'est cela dont il faut prendre conscience, et c'est pourquoi aussi le nouveau ministre de l'Éducation travaille essentiellement là-dessus. Alors, je voudrais parler de l'éducation et de la formation. Et les neurosciences, on peut les voir à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est celui dont s'est emparé, bien sûr, le ministre de l'Éducation avec son équipe, Dehaene, et l'équipe qu'il est en train de former pour apporter de la nouveauté, de la richesse dans la notion d'enseigner. On est encore toujours aujourd'hui dans l'enseignement du 19e siècle, avec des bancs qui sont l'un derrière l'autre. Il n'y a pas d'intelligence collective qui se crée, si ce n'est dans les nouvelles pédagogies. Donc, le ministre, et cette première façon d'aborder les neurosciences dans l'apprentissage, c'est forcément de comprendre comment est-ce qu'on apprend. Et moi, je vais surtout vous parler tout à l'heure de la 2e phase. Cette première phase est en fait un socle. Alors, les mots se sont retrouvés sur les papiers là tout à l'heure. Il faut que ce soit ludique, il faut de la neuropédagogie, ce qu'on appelle la pédagogie inversée, et on parle de mémoire, de l'appropriation, comment tout ça fonctionne dans le cerveau, et c'est tout à fait passionnant. Moi, je voudrais surtout vous parler de ce qui est en amont de tout cela, parce que vous avez beau faire tous ces exercices, toutes ces connaissances, dans quel état d'esprit la personne va apprendre. Et ça, c'est un peu nos travaux, qui aussi sont basés forcément sur les neurosciences. Et si vous voulez, au départ de ce socle de l'apprentissage, il y a l'état d'esprit. Comment voulez-vous faire apprendre à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui n'est pas motivé, qui est psychorigide? Et il y a un travail en amont de l'apprentissage, et c'est ce qui nous passionne, nous, dans nos centres de recherche, dans nos formations, dans ce qu'on transmet. Alors, il faut savoir que j'ai créé, il y a 8 ans, en Belgique, une association qui s'appelle Learn to Be. Nous formons aujourd'hui entre 1500 et 2000 enseignants à ces connaissances-là, celles de fond, le socle, la confiance en soi, la motivation, et avec des résultats assez exceptionnels, avec des changements radicaux dans les écoles, changements beaucoup moins de violence, beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de motivation, et parce qu'on forme les professeurs. Nous, on sait que lorsqu'on forme un professeur, il a, pendant 10-15 ans, une influence sur des centaines d'élèves. Et donc, en faisant cela, on crée le levier. Alors, en quoi consistent ces formations et comment est-ce que les professeurs découvrent tout ça? Alors, l'état d'esprit, c'est quoi l'état d'esprit? Alors, je voudrais d'abord faire un petit point sur l'état du monde. Aujourd'hui, le monde est confronté à 3 grands paradigmes qui évoluent à une vitesse folle et qui n'existaient pas il y a 100 ans ou 200 ans. Le premier paradigme, c'est la complexité. Le monde est de plus en plus complexe, ça va à une vitesse que vous n'imaginez pas. Les connaissances mondiales se multiplient par 2 tous les 7 ans. Donc imaginez la vie de vos petits-enfants et de vos arrière-petits-enfants. Donc imaginez dans quel monde vont-ils vivre. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire aujourd'hui, alors qu'on démarre, de vraiment prendre conscience
de se former, d'avoir un esprit, une métacompétence. Moi, je vais parler de métacompétence. Les compétences, c'est le savoir-faire, c'est le savoir et le savoir-faire. Alors, c'est indispensable dans un monde qui change très vite de faire de la formation continue. Et c'est passionnant. Seulement, si ces formations n'amènent pas à un changement d'état d'esprit, eh bien, on va arriver à des bugs. Donc, première chose, c'est la complexité. La complexité entraîne un deuxième élément fondamental dans notre société, c'est pour moi la notion de travailler ensemble, si vous voulez, d'interréaction, d'interdépendance. On est de plus en plus dépendant des autres. Rien qu'en informatique, il y a déjà 50 à 60 métiers différents. Donc, et on doit travailler ensemble, travailler en équipe. Or, nous avons tous été plus ou moins à l'université, ou en tout cas dans des écoles, et on nous apprend la compétition. Alors qu'en fait, il faut en sortir de la compétition, il faut travailler ensemble. C'est pour ça qu'il existe aujourd'hui des espaces de coworking. Tout ça, c'est nouveau. Hein, depuis 10 ans, 15 ans, émergent comme des champignons, des endroits où on peut travailler ensemble. C'est passionnant, et ça permet précisément, je dirais, l'échange. Tout ça pour dire qu'il y a un troisième élément indispensable à découvrir par rapport et le monde nous le fait découvrir, c'est cette notion d'individuation. Ce terme était cher à Teilhard de Chardin en 1940, 1950. C'est le besoin en fait, de se découvrir et surtout de donner un sens à sa vie. Je crois qu'aujourd'hui, on est tous plus ou moins poussés par dire, tiens, mais qu'est-ce que je vais faire dans ma vie qui me donne du sens? Alors que vous retournez il y a 50, 60 ans, ben, le sens c'était, on va bosser, on va pouvoir manger, s'acheter une petite voiture, une maison. Aujourd'hui, les gens cherchent du sens dans leur travail, dans leur façon d'être, et ça change nos sociétés. Et pour cela, on va retourner maintenant à la formation, à la notion de métacompétence, parce que ça, c'est vraiment mon credo. Moi, je me lève le matin dans le besoin d'élever la maturité humaine, d'élever la conscience humaine du monde dans lequel nous vivons. Et alors, je vais parler un peu du cerveau, parce que c'est un peu pour ça aussi qu'on m'a invité, mais alors, le cerveau, alors je vais être très court. Nous avons ce qu'on appellerait, de façon très synthétique, nous avons une part du cerveau qui est en mode automatique. Et le mode automatique, c'est quoi? C'est ce que vous avez appris depuis votre tendre naissance, vos compétences, vos savoirs, vos savoir-faire, vos émotions, vos vécus, vos motivations. Tout ça fait partie d'un monde qui vous habite, mais qui est en fait un monde de créatures, qui va vous permettre de prendre des milliers de décisions par jour intelligentes et efficaces. Et à côté de ça, nous avons ce qu'on appelle le néocortex préfrontal, qui chez l'adulte représente 20% de la masse du cerveau. Et ce néocortex préfrontal, il a cette fabuleuse capacité, en fait, de s'adapter. C'est-à-dire, c'est la capacité d'inventer, de s'adapter aux choses, de nuancer, de pouvoir, d'être curieux. Le bébé, par nature, naît avec une curiosité passionnante. Pourquoi la perd-on avec l'adolescence, avec l'âge adulte? La curiosité est l'ouverture de l'esprit, et se passionner pour apprendre à découvrir des choses, peu importe que ce soit dans la nature, la musique, l'architecture, se passionner pour découvrir. Et c'est ce qui permet d'ouvrir ce qu'on appelle, c'est la porte d'ouverture du cortex préfrontal. Cette curiosité est ensuite, et se développe avec l'âge, dans le sens qu'on va développer la souplesse. Oui, la souplesse. Les choses ne sont pas toujours agréables, mais savoir, avec un peu de sagesse, les aborder, s'ouvrir, se dire, tiens, bon, j'aurais pas fait comme ça, mais si c'est ainsi, qu'est-ce qu'il y a derrière pour comprendre? Et donc c'est une forme de curiosité qui va vers la souplesse. Ça entraîne dans le cerveau, de façon naturelle, un troisième élément, qui s'appelle la nuance. Savoir nuancer. Tout n'est pas blanc-noir. Oui, il y a derrière des éléments qui parfois sont complexes, des opportunités fabuleuses lorsqu'on peut nuancer. La nuance entraîne la notion de prise de recul. La prise de recul. Ce que nous voyons n'est pas la vérité. Non,
c'est entouré d'un contexte de connaissances, d'autres faits, d'autres éléments qui influencent ce que nous voyons. Et donc, prendre une vision hélicoptérienne sur les choses, permettre précisément de développer une véritable intelligence. Parce qu'une formation, alors on peut apprendre plein de choses, c'est ce que moi j'appelle les compétences, mais pour apprendre plein de choses, développons cette métacompétence d'ouverture. Ce qui va entraîner cette notion, si vous voulez, de réflexion logique, d'intelligence profonde. Ça peut être de l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose de fabuleux qui est néocortical et que nous pouvons développer au fil de notre vie. On sait, Harvard a fait des études là-dessus, sur des managers qui sont intuitifs, des managers hyper analytiques. Eh bien, les intuitifs étaient beaucoup plus performants que les analytiques. Ça ne veut pas dire pour ça que les intuitifs ne font pas appel à l'analyse, mais en définitive, leur décision se prend essentiellement sur l'intuition. Et donc, pour terminer, pour laisser la place à chacun, ce qui est important, c'est que moi je l'ai fait, je l'ai vécu, j'ai des milliers de gens qui travaillent avec moi, et ce qui est intéressant, c'est de se dire une chose, c'est que tout le monde a une intelligence, tout le monde est intelligent, la seule chose qui les bloque, ce sont nos fausses croyances, nos idées toutes faites, et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Comment arrêter en nous ces blocages, ces fausses croyances, ces rigidités face aux choses. Et lorsque nous apprendrons à faire cela, il y a des tonnes d'outils pour le faire, lorsque nous apprendrons à faire ça, nous acquérons une véritable métacompétence. Et dans cette métacompétence, il y a une légèreté pour apprendre et découvrir. Et je vais terminer simplement avec mon petit outil que j'utilise très souvent, c'est cette bouteille. Voilà. C'est cette bouteille, alors, simplement pour vous expliquer que nous sommes tous des contenants. Nous avons des capacités fabuleuses d'apprentissage. Fabuleuses. Mais pour ça, il faut être ouvert. Et nous avons aussi tous, donc c'est un contenant, et nous avons aussi tous des contenus. C'est-à-dire, les contenus, c'est vos savoirs, vos savoir-faire, vos compétences. Chacun a des compétences différentes, et heureusement. Le seul problème, c'est lorsque dans nos contenus, nous avons des blocages, des croyances, des fausses idées sur les choses, des rigidités sur ce qui nous entoure, il y a un problème. Parce que lorsque c'est touché, voilà ce qui se passe. On stresse. C'est le micro. C'est votre micro. C'est notre interconnexion. Voilà. Et donc, voilà l'état du monde, c'est-à-dire que face aux difficultés, nous avons de moins en moins de capacité d'adaptation. Donc il faut simplement redécouvrir nos capacités intérieures, et cela par une ouverture d'esprit. Et c'est, à mon avis, ce qu'il faut donner le plus dans l'éducation, parce que de toute façon, tout change très vite. L'important, c'est d'avoir des attitudes, des postures d'ouverture. Savoir-être. Voilà, le savoir-être. Merci. Merci Pierre. Merci beaucoup Pierre. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez bien que nos interactions l'harcèlent un petit peu, mais c'est pas grave, nous rectifions au fur et à mesure. Voilà. Anne Lalou, c'est quoi cette école Web School Factory? C'est quoi cette aventure? Est-ce que finalement c'est une école comme les autres? Une énième école? Non. Non. Alors qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Alors, je vais essayer de la faire très courte quand même. Ce qu'elle a de spécifique d'abord, c'est qu'elle a été créée par quelqu'un qui ne vient pas du tout du monde de l'éducation, ni de la psycho, ni de la neuroscience, ni d'autres choses comme ça, puisque j'étais juste une cadre sup qui avait fait de la banque d'affaires et de la grande entreprise cotée. Quand j'ai décidé de quitter la dernière grande entreprise où j'étais, je cherchais, et on en a parlé, quelque chose autour du management porteur de sens. Et en fait, ce qui m'est apparu comme une évidence, c'est l'enseignement supérieur et le monde de l'éducation. N'en déplaise à mon voisin, je n'avais pas le pédigré qu'il faut en France pour diriger une école traditionnelle, une grande école traditionnelle, puisque je n'étais pas docteur, donc ça est strictement interdit. Voilà, donc grosso modo, on m'a expliqué que je pouvais peut-être m'occuper de la logistique, ce qui certes me passionnait,
mais avait ses limites. Donc j'ai décidé de créer cette école, et ça faisait un certain temps que je travaillais aussi dans le domaine du numérique. Il y a eu 3 partis pris extrêmement forts qui étaient au fondement de l'école. Le premier parti pris, c'est de se dire, ok, moi je veux former des managers de demain, donc des managers de l'innovation et du numérique, mais ça suppose en fait plein de nouvelles disciplines. Donc certes, il y a tout ce socle du management et de l'entrepreneuriat, mais on va rajouter d'abord une colonne vertébrale en gestion de projet, et ça je vais y revenir, mais parce que les organisations bougent et il y a des nouvelles compétences pour ces organisations, et notamment le mode projet suppose quand même de savoir faire de la gestion de projet. Et puis il y a 3 nouvelles disciplines qui sont vraiment consubstantielles du digital et du monde dans lequel on vit. C'est la première, le design, donc au sens bien sûr de la problématisation du besoin, donc toutes les méthodes anglo-saxonnes, et on souffre d'un immense déficit en France sur ces sujets-là. Donc tout ce qui amène au métier de user experience, user interface, mais également le design de la complexité, le design thinking, le design de l'innovation. Ça, c'était une première grande discipline. La deuxième grande discipline, le marketing, qui ne se distingue plus entre ce qui va être offline ou online, mais une vision, justement, on-offline et complètement intégrée du marketing. Et puis les technologies numériques, parce qu'en fait, je suis partie du principe qu'on ne pouvait plus prétendre être un manager si on n'était pas foutu d'arbitrer une décision d'ordre technique. Et d'avoir une vraie compréhension, puisque ça irrigue et ça diffuse dans absolument tous les secteurs, tous les métiers, toutes les entreprises. On ne peut pas se dire « je n'y comprends rien et j'ai quelqu'un qui comprend à ma place ». Un manager, il doit être capable d'avoir cette vision et d'arbitrer. Donc il faut... En fait, on ne forme pas du tout des devs, on forme des gens qui savent ce que c'est qu'un front, un back, qui sont capables de suivre, qui sont capables de regarder une ligne de code et de dire mais c'est n'importe quoi ce qui est écrit là et c'est pas le bon choix technologique. Et c'est vraiment sur ce fondement-là qu'on a créé également cette 3e grande discipline. Alors, ça fonctionne, c'est un post-bac. Sauf que j'ai un tiers de mes étudiants chaque année qui en réalité sont en réorientation. Donc à l'entrée, et ça c'est très important, ils ont de 17 à 27 ans. En première année, ils découvrent tout, et dès la 2e année, ils vont choisir une de ces 3 grandes disciplines comme leur majeure, donc leur expertise, et les 2 autres, ils vont les conserver en mineur. En clair, ma vision et mon objectif, c'est d'avoir des futurs managers qui étaient en capacité à casser les silos, parce que oui, ils s'ancraient dans une expertise, mais ils avaient la compréhension des contraintes, des objectifs et des problématiques des autres métiers. Et puis ils avaient cette colonne vertébrale gestion de projet qui leur permettait de travailler en mode agile et en mode projet, ce qui est absolument essentiel dans le monde dans lequel nous sommes. Je l'ai fait long, mais c'était mon premier parti pris. Donc pour moi, c'est une nouvelle typologie forte de savoir-être et de savoir-faire de collaborateurs qui vont pouvoir être des collaborateurs transformateurs et des managers transformateurs de leur entreprise. Deuxième parti pris, je vais répéter ce que vous avez dit, alors je vais la faire courte, c'est de travailler sur l'intelligence collective et le collaboratif. Donc c'est arriver à casser toutes les années où on leur a quand même appris qu'il n'y en avait que pour leurs pommes, que s'ils gagnaient en écrasant tout le monde, c'était super, et que c'était ce qu'il fallait, c'était gagner. Là, on leur a dit, bah, écoutez, dans ce monde-là, la compète et l'individualisme, c'est vraiment il y a 2 valeurs. Et donc nous, on a vraiment mis en place des méthodos et du savoir-être pour qu'ils comprennent ce que c'est que le travail en équipe et que l'intelligence collective est vraiment supérieure à l'intelligence individuelle et que donc c'est plutôt une bonne chose que d'aller la chercher et la mettre en œuvre. Et puis 3e parti pris, qui est aujourd'hui l'ADN de l'école, c'était de dire, on ne peut pas dire qu'il y a d'un côté le monde de l'entreprise et de l'autre côté il y a l'école et après vous allez voir, un jour vous allez voir. En réalité, on a construit un dialogue entre l'apprendre et le faire qui est permanent et qui commence dès la première journée à l'école. Donc tous les savoirs académiques et tous les face-à-face académiques se traduisent immédiatement dans des projets parce qu'il n'y a pas une seule étude de cas à la Web School, il n'y a que des projets réels avec des entreprises réelles dans des délais réels et il y a une confrontation et une collaboration entre étudiants et équipes opérationnelles. Et ça, avec 5 à 10, 7, 8 projets par an, les étudiants construisent en réalité leur CV tout au long de leur parcours d'études. Et puis, et ça c'est un truc des sciences cognitives, écoutez, c'est bien mais on n'imprime pas, utilisez ce qu'on a entendu, c'est ce qui permet de l'imprimer dans le cerveau, de créer les raccourcis et ensuite d'aller le chercher. Donc, mais ça c'est valable finalement à n'importe quel âge. C'est valable à n'importe quel âge. On a quand même plus de capacité d'absorption quand on est jeune. Moi je vois tout ce qu'ils apprennent en ce moment. Mais je veux dire, même très jeune, c'est ça que je disais. Oui, absolument, absolument. Mais encore, enfin, je veux dire,
Voilà, moi j'ai choisi cette période de l'enseignement supérieur. Il y a effectivement de toute façon même le nouveau bac. Si vous lisez majeur, mineur, projet collaboratif, on voit bien que ces choses-là aujourd'hui se diffusent à tous les niveaux. Donc ça c'était le parti pris. Et puis une des caractéristiques intéressantes, c'est quand j'ai été voir des entreprises pour dire voilà, est-ce que vous auriez des projets pour mes étudiants, parce que si je ne veux pas d'études de cas, il faut que j'ai des entreprises qui jouent le jeu. En réalité, et là on est il y a 6 ans maintenant, c'est le moment où les grandes entreprises et les entreprises en France avaient pris conscience que la transfo digitale, ça allait être autre chose que j'ai un site internet et une page Facebook. Que ça allait être quelque chose qui allait bouleverser de manière très profonde leurs organisations, leurs offres et leur distribution. Et en fait, ce qu'elles m'ont exprimé, c'est de dire c'est super, on veut jouer avec vous et on veut faire des projets, mais on a besoin de quelque chose de plus pour nous aider à aller plus vite. Et donc, en fait, la Web School s'est retrouvée être le membre fondateur d'une association à but non lucratif qui s'appelle l'Innovation Factory, qui rassemble aujourd'hui 40 entreprises qu'on accompagne. En fait, c'est un lieu de co-construction, de co-développement et de co-innovation autour de 2 dada que sont l'innovation et la transfo digitale. Et donc, effectivement, devient aussi un lieu. Donc, on a quelque part la formation initiale en mode projet à la Web School, et on construit de plus en plus des modules et des projets. Enfin, de toute façon, je les invente chaque jour parce que mon plaisir, c'est si je suis sortie d'un grand groupe et que j'ai créé un truc qui est encore tout à fait petit. On a 300 étudiants, 40 entreprises partenaires. Enfin, ça reste quelque chose à une échelle très humaine. C'est pour être agile nous-mêmes, c'est-à-dire ce qu'on leur apprend à découvrir, on se l'applique à nous-mêmes, et donc dès qu'une idée nous paraît bonne, on la teste. Et si ça prend et si ça crée une bonne dynamique, on continue à la faire. Donc ça marche en fait, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. Ça peut marcher? Oui. Ce nouveau fonctionnement, est-ce qu'on peut l'appliquer à d'autres domaines que le numérique? Parce qu'on a l'impression que toutes les innovations vont vers le numérique, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut aller plus loin dans d'autres domaines? De toute façon, de facto aujourd'hui, en fait, dans les projets, dès lors qu'on a mis en place une méthode qui part du design, donc de l'observation, on vient nous voir pour des solutions numériques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un outil, c'est un moyen qui, de toute façon, est assez communément utilisé dans beaucoup de domaines. Mais pour autant, la démarche et les insights et les solutions qui peuvent émerger s'appliquent absolument à tous les domaines. Et d'ailleurs, les étudiants ont travaillé aussi bien sur les ruptures qui arriveraient dans le domaine des cols et des mortiers, quand même, c'est un grand moment de solitude pour moi au moment où on a lancé le projet, à comment il va y avoir de l'ubérisation de la banque de détail, donc sur des sujets beaucoup plus évidemment numériques que la rupture dans la distribution des cols et des mortiers. Mais la méthode sur une chose comme ça, c'est clairement de dire aller faire des vies ma vie, et mes étudiants sont partis. Alors le problème d'assurance à régler était monstrueux, mais ils sont partis vivre la vie des carreleurs et des façadiers pendant 3-4 jours pour commencer à comprendre, pour pouvoir commencer à réfléchir. Je voudrais juste revenir sur un truc super important. La manière dont j'ai fonctionné à la Web School, c'est qu'on avait des partis pris de départ. Bon, moi, j'étais pas une pédagogue, donc je suis quand même allée chercher un super pédagogue, quelqu'un dont le métier était d'être directeur pédagogique, parce que il y a d'abord un cadre réglementaire, et puis il y a une mission. Il y a quand même, on doit transmettre des compétences, qu'elles soient de savoir-être ou de savoir-faire, et on doit valider l'acquisition de ces compétences. Donc ça, c'est quand même un cadre méthodologique qui, moi, m'échappait un tout petit peu. Donc, dès le départ dans l'équipe, il y a eu cette personne qui était absolument clé. Et ensuite, notre parti pris, ça a été de faire du co-design avec nos étudiants. En réalité, la première promo, qui sont des fous furieux, parce que venir dans une école, Bac+5, concret, enfin je veux dire comme ça, et moi, ma seule punchline, c'est je cherche les talents du numérique et je cherche des yeux qui pétillent, comme ça, au moins, c'était assez ouvert. Je cherche la motivation, les yeux qui pétillent, et ça s'appelle l'école des talents du numérique au départ. Les 40 premiers sont effectivement des pionniers très, très exigeants, parce que le cursus qu'on leur proposait était super complexe à comprendre. Donc de toute façon, il y avait une vraie exigence de leur part. Et en réalité, on a co-construit l'école sur plein de sujets. Et on continue aujourd'hui à être en permanence en co-construction et en co-design avec nos apprenants. Et on est une communauté apprenante qui s'appelle une école, qui a fait tout ce qu'il faut. Et ça pousse plus loin, et pour répondre à la question un peu que vous posiez de la suite, aujourd'hui, j'ai la première promo qui est sortie. Je la diplôme
la semaine prochaine. Ils ont des jobs, je n'y attendais même pas, enfin on est ravis. Et quand on a construit et commencé à co-construire avec eux ce que seraient les alumni, en fait on s'est dit, dès lors que l'école a décidé qu'elle changeait ses contenus pédagogiques au fur et à mesure et en permanence, puisqu'on est dans un monde qui bouge, à nous de nous adapter, donc il y a des socles de compétences, puis il y a tout ce qui fait qu'on est en state of art sur les disciplines que l'on enseigne, et bien pourquoi est-ce que les cours ne seraient pas open bar pour les alumni? Pourquoi est-ce que toutes les conférences et les masterclass ne seront pas de facto ouverts à tous, voire qu'on en organiserait avec eux dès lors qu'on a identifié des thématiques ou qu'ils les ont identifiées, qu'on aille chercher, on fonctionne avec un écosystème de plus de 120 experts, qu'on aille chercher l'expert et qu'on crée un cycle de conférences qui soit bien sûr ouvert à tous nos apprenants et à tous nos alumni, et que ce soit le lieu aussi où ils reviendront. Donc leur entreprise peut-être, mais leur deuxième famille maintenant, absolument. Merci beaucoup Anne-Lalou. Un projet vraiment passionnant. Alors en troisième lieu, j'aimerais beaucoup que nous entendions Jean-Luc Néraud, qui à la fois peut intervenir en tant que représentant d'une certaine manière des entreprises, on peut le dire, et également centre de formation, puisqu'il me semble que vous êtes aussi centre de formation à la Chambre de commerce. Et par rapport à ce que vous avez entendu, vous avez déjà mis en place un certain nombre de choses de votre côté. Peut-être qu'il y a des choses qui vous inspirent, que vous aimeriez mettre en place. Comment ça se passe chez vous? Alors effectivement, je vais pouvoir avoir une double casquette parce qu'en fait je suis DRH depuis 2 ans et demi seulement et préalablement j'ai été plutôt dans l'enseignement supérieur parce que j'ai passé 30 ans dans l'enseignement supérieur. À quel endroit? Alors j'ai créé une école, moi aussi, à l'IPAG à Nice, sur un projet innovant avec des pionniers. J'ai retrouvé le même esprit que votre première promotion. Et puis après, j'ai passé une grande partie de ma vie à HEC. Vous avez mal tourné. J'ai très mal tourné, effectivement, et donc j'en ai été directeur général adjoint pendant une dizaine d'années. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en réfléchissant à cette problématique, qui est une problématique constante, hein, depuis qu'il y a des écoles, on se dit, mais comment effectivement on peut arriver à résoudre la problématique de l'adaptation et de répondre aux besoins des entreprises. Alors c'est effectivement l'objectif des formations qui ont été développées toujours par les chambres de commerce, et tout particulièrement par celle de Paris. Aujourd'hui, on a 23 écoles dans notre portefeuille de formation, et ces locaux étaient autrefois et hébergeaient une école qui a été très innovante. Mais alors ça, on ne le savait pas, mais vous êtes chez vous, en vrai. Qui était Advancia, voilà, et qui a été justement un lieu tourné vers la création et les premiers pas de voir comment on pouvait faire des créateurs et des entrepreneurs et d'être une école d'entrepreneurs. Cette problématique, aujourd'hui, on l'a avec les 30 000 élèves que nous avons dans nos cursus, et elle est posée en permanence. Et elle est posée en permanence et elle évolue, et ça c'est un grand enjeu, je crois, en triangulation. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites qu'on va pouvoir trouver en illustration entre ce qu'est l'institution académique, les institutions académiques, les entreprises et puis les individus. Et le rôle est en train de bouger aujourd'hui, et donc dès lors, la fonction de chacun dans ce triangle est en train d'évoluer. Classiquement, historiquement, on s'est toujours posé la question comment effectivement pouvoir faire des cursus qui répondent aux besoins des entreprises. Alors, ça s'est fait d'abord en mettant, et très vite, du faire. Comment est-ce que je dis je peux faire, comment je peux apprendre de manière opérationnelle. Et dans ces locaux, je disais, il y avait effectivement Advancia. Mais alors si on remonte, vous voyez que les locaux ne datent pas quand même de la vingtaine d'années derrière nous, cette école, en fait, c'était une des premiers ateliers écoles de la Chambre. Et l'atelier école, ça a été ça, c'est-à-dire comment je fais pour de pouvoir créer des formations qui soient à la fois techniques et qui apportent des compétences, alors on aurait dit à l'époque plutôt des gens qui sont capables de répondre aux besoins des entreprises et de manière très opérationnelle. Donc on l'a fait dans des métiers qui étaient des métiers très différents, qui subsistent encore aujourd'hui. Les métiers du cuir, par exemple. Alors, il y a aujourd'hui une école à fabrique qui est encore le fournisseur de beaucoup d'artisans qui travaillent dans des ateliers d'Hermès, parce qu'évidemment on est très spécialisés, qui ont travaillé chez les tapissiers, mais aussi dans des tas d'autres métiers. Et cette problématique, elle a évolué toujours en étant sur des écoles et des formations
qui ont mis dans des conseils de perfectionnement des entreprises, qui ont essayé de travailler avec ces entreprises. Et donc il y avait un rôle très important et déterminant de ce qu'était l'institution académique pour répondre à des besoins. Et puis les entreprises se sont un peu émancipées, on dit mais nous aussi on peut faire des choses, et on a eu, on parlait tout à l'heure de compagnonnage, de mentoring, déjà des initiatives dès les années 30, avec le CPA, le Centre de perfectionnement aux affaires, qui était de dire comment des cadres peuvent aider d'autres cadres à progresser. C'est-à-dire, donc là, on était tout de suite dans une démarche où on disait on va créer une pédagogie qui ne va pas passer par l'académisme du tout, mais qui va au contraire être le moyen de se réunir. Et donc, on a eu des dirigeants de l'époque qui ont commencé à travailler sur des cas. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de voir que l'innovation à l'époque, ça a été d'aller introduire la méthode des cas au même moment qu'elle se développait à Harvard, dans cette institution où on travaillait sur des cas réels. Évolution qui s'est faite aussi avec des entreprises qui ont dit on va le prendre directement, et on fait des universités d'entreprise, et donc d'aller vers la formation continue, finalement, c'était les prémices de cette formation continue. Aujourd'hui, cette logique-là qui effectivement cherche à chaque fois, on cherche l'employabilité. Alors c'est un mot affreux, personne n'aime. Quand je dis ça à mes partenaires sociaux, l'employabilité c'est absolument horrible, c'est terrible, mais c'est quand même ça finalement si on se regarde du côté strictement économique que l'on recherche. Et aujourd'hui, en fait, je trouve qu'on met de plus en plus l'accent maintenant sur le rôle de l'individu sur cette employabilité. Il doit se prendre en charge par rapport à ça. Et c'est plus simplement le fait de l'institution académique. On n'a plus un diplôme pour la vie, on n'a plus formé pour la vie sur le plan technique, on n'est plus non plus accompagné forcément et pris en charge par l'entreprise pour pouvoir le faire. On doit pouvoir aussi se projeter et se prendre en charge. Et ça, je crois que c'est un enjeu qui est le plus important, de mettre l'individu au centre du système. On sort du système paternaliste pour aller à un système plus responsable. On peut le qualifier comme ça, mais je crois que c'est un mouvement beaucoup plus profond qui consiste à dire, finalement, et ça va avoir un impact sur tous les morceaux de la chaîne. C'est-à-dire, on disait tout à l'heure, ce qui est important, c'est finalement d'avoir des fondamentaux, d'être ouvert, d'avoir une capacité, on peut dire savoir apprendre, comment j'apprends, c'est tout ce qu'on dit là-dessus, mais qui est vraiment fondamental et qu'on doit attendre avant toute chose, déjà de l'école. Et là, on voit bien que les efforts de Jean-Michel Blanquer vont bien dans ce sens, que de dire comment je peux mettre ça déjà au niveau de l'enseignement secondaire et pas attendre l'enseignement supérieur où finalement la plupart des écoles et le succès de toutes les écoles, que ce soit les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, ne sont pas simplement sur des problématiques techniques immédiates, mais au contraire de donner les moyens derrière, de se projeter et d'avoir une ressource personnelle pour pouvoir ensuite évoluer dans sa carrière. Alors ça, c'est vraiment le sens dans lequel on va aller. Je pense que il y a des facteurs positifs, facilitants, et puis d'autres plus compliqués. Les facteurs positifs et facilitants, c'est certainement, bien évidemment, l'utilisation des moyens digitaux. Les MOOC, c'est évidemment un support et un moyen formidable pour pouvoir se projeter, prendre en charge ce que l'on fait. C'est aussi le moyen de se faire reconnaître de ce que l'on a pu apprendre, non seulement par rapport à une vision de l'entreprise, qui va dire, ok, vous avez fait de la formation, je peux vous faire évoluer, bien, mais aussi, ni non plus par rapport à l'académisme, parce que là, je n'ai pas forcément un diplôme. Ce que je vais essayer de rechercher dans un MOOC, c'est une compétence, c'est un nouveau champ que je vais ouvrir de savoir-faire, que je vais pouvoir partager. Et donc, il y a une nouvelle apparition, enfin, moi je trouve qu'il y a une tendance forte qui apparaît, qui est d'avoir une reconnaissance par sa communauté, par son réseau, par ses pairs. Et ça, c'est un changement qui est, je crois, un changement important, pour lesquels, à la fois les écoles, la dimension académique, mais aussi les entreprises doivent se poser un certain nombre de questions. Pour les entreprises, c'est ce qu'il y a de plus simple. D'abord, la première chose, c'est comment je fais pour reconnaître et utiliser ce qu'un de mes collaborateurs a développé de façon totalement indépendante de mon plan de formation que j'ai mis pendant 1 an. Enfin, les processus de plan de formation sont extrêmement rigoureux, lents, lourds, très très fermés. Comment je fais pour valoriser ce que mes collaborateurs a développé très facilement dans son coin, lui, en suivant un MOOC et en ayant acquis une compétence
qui va d'ailleurs lire très facilement sur son profil LinkedIn. Et qui va donc lui donner une visibilité, qui va lui donner une attractivité vis-à-vis d'autres entreprises, et que si je ne m'en préoccupe pas, moi entreprise, alors que c'est une de ces initiatives, le jour où il va vous dire, écoutez, je m'en vais, je vais dire, pourquoi vous partez? Il y en a d'autres qui se sont trouvés que c'était intéressant ce que j'avais fait, et vous, qu'est-ce que vous avez fait pour reconnaître ce que j'ai fait? Est-ce que vous en êtes simplement préoccupé? Seule fois. Alors, je suis, moi, là, dans mes fonctions actuelles, dans une transformation très forte. La Chambre, qui a 4000 agents, est bousculée dans tous ses modèles économiques et dans tous ses fondements managériaux. On est en train de passer d'une administration avec une habitude très lourde et tout ce qu'on peut imaginer en termes de hiérarchie, de pesanteur, à essayer de dynamiser des modèles managériaux. Et à ma grande surprise, lorsque j'ai lancé ça auprès de mes partenaires sociaux, je me suis dit, ça c'est un truc qu'ils ne vont pas accepter, de dire, je vais, moi, reconnaître et financer ex post des initiatives personnelles qui ont été prises par mes collaborateurs pour aller faire telle et telle compétence, à condition qu'ils aient été jusqu'à un certificat, qu'il y ait une reconnaissance derrière. Ça, on ne se refait pas, hein. On ne fait pas des écoles comme les nôtres avec effectivement une absence simplement de moins de certification, il faut que ce soit fondé, mais qui, derrière, va permettre effectivement d'être utilisé. Et ça, je me suis dit, voilà, ils ne vont pas vouloir, parce qu'évidemment, je sors totalement du plan de formation, bon, alors, donc je mets des fonds, alors, même en plus, et puis en plus, je suis en train de détricoter le temps de travail, parce que j'accepte de reconnaître comme étant quelque chose d'acquis, qui a été fait totalement en dehors du temps de travail. Alors évidemment, la problématique que toutes les entreprises ont aujourd'hui, c'est de dire, si je fais des formations en ligne, elles ne sont pas quand est-ce que je l'ai fait, où je l'ai fait, comment je l'ai fait. Et ça, je crois que c'est un élément qui est très important de pouvoir se projeter et dire comment je fais pour avoir une espèce d'entreprise qui ne régit pas tout, qui n'est pas centralisée, mais qui reconnaît ce que les initiatives sont faites et comment je les valorise. La deuxième idée de cette valorisation, là, alors je vais la faire en tant que opérateur de formation. Aujourd'hui, moi, en tant que DRH, je peux me poser la question de savoir si, lorsque je veux qu'il y ait une compétence qui soit, que je vais rechercher une compétence, de savoir si effectivement j'ai intérêt à aller rechercher une formation qui est estampillée, avec un tampon d'une école, d'une formation, en RH, on a plein sur la place, mais dont finalement le cursus a mis beaucoup de temps à être validé par l'enseignement supérieur ou au niveau du RNDCP. En ce moment, un des enjeux de l'apprentissage, au passage, c'est de dire est-ce qu'on peut ouvrir des sections d'apprentissage dans un temps qui est inférieur à 3 ans. Aujourd'hui, pour pouvoir créer une nouvelle formation en apprentissage, si vous y arrivez au bout de 3 ans, vous êtes vraiment extraordinaire, c'est que vous avez des réseaux formidables et que vous avez une capacité de conviction hors du commun. C'est évidemment, si on veut être réactif et on dit ok, il faut faire des apprentis, mais encore faut-il qu'il y ait des apprentis qui correspondent aux besoins des entreprises, donc des formations qu'on peut mettre dans. Donc ça peut être très long. Eh bien, aujourd'hui, je dis que demain, je préférerais avoir une formation qui a été suivie en ligne et qui a été certifiée, validée, par un réseau de mes pairs, des DRH, qui vont dire, ben voilà, il a suivi cette formation en ligne, et moi, dans ma communauté virtuelle, je dis oui, il a effectivement les compétences qui sont adaptées. Cette idée, ça fait 3 ans que j'essaye de la porter un peu auprès de mes collègues à la Chambre et dans nos écoles, de dire, moi j'ai vu une chose, j'ai eu l'occasion d'aller visiter, alors, une entreprise qui est tout à fait hors norme, qui s'appelle GitHub, que certains connaissent peut-être d'entre vous, qui est en fait issue de toute la philosophie de l'économie de tout ce qui était du monde libre, et qui est aujourd'hui pratiquée par pratiquement tous les ingénieurs qui mettent du code et qui partagent leur code sur GitHub. GitHub a cette donc communauté, et à partir de là, a commencé à se dire, finalement, les langages évoluent, comme je disais, je codais d'une façon, demain c'est autrement, et donc a fait de la formation, a commencé à faire de la formation. Et la formation, ils ont eu cette intelligence de dire, on ne va pas faire de la formation en tamponnant GitHub, on va simplement faire de la formation en disant, on va la faire reconnaître par l'ensemble de nos pairs, l'ensemble de notre communauté. Quelle puissance!
Comment, si j'ai la communauté des développeurs qui dit oui, il a effectivement atteint le bon niveau et on le reconnaît comme étant un niveau de compétence, ça vaut tous les tampons de toutes les écoles, de tout ce que l'on a pu avoir, évidemment pas sur les compétences fondamentales et de base, mais sur des compétences techniques qui peuvent évoluer, qui sont adaptées. Dès lors, et j'en finis là, le métier, notre métier de formateur va changer. Il est effectivement de se concentrer d'abord sur les fondamentaux, sur la manière d'apprendre, de ce bagage que l'on pourra avoir, et ensuite, il doit, parce que là il y a une vraie compétence, travailler sur l'ingénierie pédagogique, sur le savoir-faire pédagogique, et ensuite de s'appuyer sur des communautés, sur des réseaux de communautés. Parce que c'est là où effectivement on pourra dire qu'en permanence, on répond bien aux besoins de cette communauté professionnelle. Donc c'est des enjeux passionnants, c'est des changements colossaux qui sont devant nous. Et ça, je pense l'avoir dit, à tous les niveaux, au niveau simple de l'entreprise, mais aussi au niveau de ceux qui accompagnent les collaborateurs de ces entreprises. Merci beaucoup, Jean-Louis. En fait, ce qu'on a compris, notamment de la dernière intervention, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'on doit devenir acteur de notre vie, acteur de notre formation, acteur de notre métier. Dans ce think tank, on a 3 valeurs phares qui sont notre colonne vertébrale, notre ADN. La première valeur, c'est l'humanisme, donc placer l'humain au cœur du système. Alors je dis l'humain et pas l'homme, c'est bien l'humain et son écosystème, et donc l'environnement, la terre, les arbres, les routes, tout ce qui la compose. Donc c'est pas seulement l'homme en tant que tel. Le deuxième élément, c'est beaucoup d'audace, c'est-à-dire essayons d'imaginer, d'innover notre vie de demain, notre monde de demain. Et en plus de ces 2 valeurs-là, ce qu'on souhaite, c'est que le monde de demain, il soit le meilleur possible. Et cette 3e valeur, c'est le positivisme. C'est comment est-ce qu'on peut influer sur notre avenir, sur notre vie de demain, dès aujourd'hui, pour faire ses choix et pas les subir. Et pour ça, on a un partenariat, chaque fois je vous en parle, mais je vous en reparle aujourd'hui, un partenariat très actif avec un autre think tank, et pas des moindres, puisque c'est pour moi aujourd'hui une des références en France de cette nouvelle façon d'aborder les sujets de société, qui est la Fabrique Spinoza, le think tank du bonheur citoyen, si je ne me trompe pas. Hein. Et il y a plusieurs sections qui sont développées à la Fabrique Spinoza. Il y a notamment un département qui s'appelle Éducation et Bonheur, que co-dirige Florence Bourgiche, qui va maintenant intervenir sur finalement comment est-ce qu'on peut mettre en place des projets de formation, d'éducation de tout le monde, mais sans doute des enfants aussi, pour orienter de manière positive ce changement de société. Merci. Effectivement, donc, la Fabrique Spinoza, c'est le temps du bonheur au travail et bonheur à l'école. Un des atouts pour nous, ce bonheur à l'école, c'est d'apporter des outils, et on a collecté une boîte à outils justement pour présenter l'ensemble des outils qui existent dans la nouvelle pédagogie. Et aujourd'hui, dans le public, on a quand même, dans les écoles publiques, ces établissements publics rentrent avec des nouvelles formes pour accompagner les élèves. Et pour nous, il n'y a pas que le savoir-faire qui est important, et je pense qu'aujourd'hui, on voit bien que le savoir-être, on parle de connaissances comportementales pour les élèves, il est important que dans les écoles, on puisse leur apporter cette connaissance, avoir une meilleure connaissance d'eux-mêmes, gestion des émotions, apprendre à mieux se connaître, parce que déjà, c'est déjà mieux pour pouvoir apprendre eux-mêmes de la meilleure façon qu'ils le soient. Et donc, on est vraiment très... Pour nous, c'est très important d'avoir une psychologie, travailler avec la psychologie positive et déployer des outils qui permettent à l'enfant, qui sera demain adulte dans le monde du travail, d'avoir une meilleure connaissance de lui. Donc, en se connaissant, il apprendra forcément mieux, et c'est quelque chose qui se verra dans son monde plus tard dans le travail. Donc, la connaissance de soi et les connaissances comportementales, donc le savoir-être, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de fort. Connaissance et estime de soi. Estime de soi, avoir confiance en soi, ce qui est vraiment, je crois que tout le monde en a besoin, et on voit bien qu'en ayant une meilleure confiance en soi, on peut faire face aux changements qui vont se produire. On ne connaît pas aujourd'hui quels seront les métiers dans plusieurs dizaines d'années,
Et je pense que si on a de l'agilité et si on est capable de mieux se connaître pour savoir qu'est-ce qui va nous faire plaisir dans notre travail de demain, on aura normalement une meilleure approche du choix de notre travail ou du choix de transformation qu'on veut faire à l'intérieur de sa société ou de changer de société nous-mêmes. Donc en fait, c'est pas une bonne idée de punir alors pour apprendre ça marche bien quand même, une bonne torgnole. Je veux dire quand même que ça devrait. Non, pas vraiment. Non, c'est vrai. On en revient quand même. On en revient. Et je crois que Seulement dans le monde adulte après. Non plus. Non, non, justement, ça fait des meilleurs citoyens. De démarrer dès l'école, je pense que ça fait des meilleurs citoyens pour demain. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose que la Fabrique a présentée d'ailleurs au moment des élections, c'est d'avoir la possibilité à tout moment, chacun pourrait avoir son année universelle de formation, de pouvoir se former tout au long de sa vie, finalement, en tout cas dans le monde du travail, et de ne pas être bloqué peut-être par des systèmes de formation un peu complexes peut-être dans les entreprises, mais quand on a envie d'avoir une transformation, on sent qu'il y a une évolution et qu'on ne peut pas évoluer au sein de son entreprise, de pouvoir avoir cette année de formation, une année. Alors on a effectivement la possibilité d'avoir des MOOC. Je pense que des fois c'est des transformations beaucoup plus importantes. Quand on voit aujourd'hui les évolutions de métiers, ce sont des transformations qui peuvent être lourdes et c'est peut-être pas forcément évident de travailler et en même temps se former. Et donc du coup c'est une proposition qui a été faite de se dire pourquoi on n'aurait pas cette possibilité de demander une année de formation financée où justement chacun pourrait, en étant agile, se transformer et, grâce à ces formations et revenir dans le monde de l'entreprise avec un œil totalement neuf, nouveau, qui devrait apporter justement du sang neuf aussi dans les entreprises, une autre façon de voir, et ça ne pourrait être que plus riche pour les entreprises et dans le monde du travail de demain. Donc pour nous, la transformation des entreprises passe aussi, donc autant par la formation jeune, avec des connaissances, meilleures connaissances de soi, plus positive, intelligence collective, pour nous c'est vraiment très important, mais aussi cette façon de continuer à apprendre et forcément de transformer aussi ses propres connaissances et du coup de ne pas rester bloqué face à des transformations qui peuvent arriver dans les prochaines années et qui feraient qu'on se retrouverait complètement perdu dans ce nouveau monde, alors qu'en fait on a forcément au fond de nous tous des forces et des compétences qui ne sont peut-être pas celles qu'on n'est pas capable de savoir de toutes les manières dans combien de temps on aura, de quel type de compétences on aura besoin, mais au moins des compétences de connaissances, en tout cas comportementales, ça ne pourra être que positif pour être plus agile dans le changement des entreprises et du monde de demain. Donc dans un think tank, on peut, là en l'occurrence ça a été le cas, faire un certain nombre de propositions, par exemple au moment d'un enjeu fort sociétal type élection présidentielle. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres actions, parce que vous voyez, Oui. Nous, notre think tank, on réalise aussi des conférences débats, puis vous le faites également. Est-ce qu'il y a d'autres actions sur l'éducation que vous mettez en place dans le think tank La Fabrique Spinoza? Tout à fait. Alors on a des actions où on mène de façon annuelle donc, les ateliers du bonheur à l'école. Donc une fois par an, on met en place un atelier où l'ensemble des personnes qui sont de près ou de loin sur ce type de nouvelles pédagogies, nouvelles formes de pédagogie viennent présenter, viennent montrer quels sont les impacts positifs que ça amène pour les enfants et dans la société. On a des réflexions autour et on crée une boîte à outils pour aider les enseignants, parce que pour nous ça passe aussi par les enseignants, comment accompagner les enseignants pour qu'eux-mêmes, parfois ils n'ont pas forcément les moyens ou la possibilité de se former. Notamment auprès de Pierre Morquins, par exemple. Voilà, exactement. Donc comme ils n'ont pas forcément cette possibilité de le faire, nous on les aide en leur proposant donc, des boîtes à outils. Et là nous sommes en train de travailler sur un projet autour d'une réflexion pour voir comment on pourrait aider les écoles qui le souhaitent à mettre en place des nouvelles méthodes pédagogiques. Et donc on aurait un comité scientifique qui nous aiderait pour sélectionner avec ce jury des sélections de projets innovants et qui seraient vraiment à forte valeur ajoutée pour les élèves, comme pour les enseignants. Merci beaucoup Florence, merci beaucoup de ces interventions. Ce qui est intéressant sur ce sujet de la formation, qu'elle soit initiale, qu'elle soit continue, qu'elle soit pour un adulte, qu'elle soit pour un enfant, c'est de se rendre compte que d'abord il y a des choses qui existent
aujourd'hui. Il y a des gens, je ne sais pas si tout le monde a vu le film Demain, mais en réalité, c'est en route depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense. Par contre, ce n'était pas en visibilité. Ça l'est de plus en plus, on a l'impression qu'il y a un effet de mode, donc parfois même certains sont un peu agacés, entendre parler de bonheur toutes les 5 minutes. Moi, je préfère quand même entendre parler de bonheur que d'entendre parler de guerre. Ça me paraît plus intéressant. Et c'est pas un effet de mode seulement, c'est une lame de fond qui vient depuis longtemps. Les écoles nouvelles dont tu parlais, Florence, le Montessori, la discipline positive, ça existe depuis combien d'années? C'est presque 100 ans pour Montessori. Hein? Donc c'est pour vous dire que ces choses-là, on les réfléchit depuis très longtemps. Par contre, on avait un dogme sur l'enseignement, quel qu'il soit, jusque-là. Et aujourd'hui, la temporalité et la communication est telle que l'on ne peut plus, il n'y a plus d'imperméabilité dans l'enseignement. Et ça, tout le monde peut constater qu'il y a d'autres méthodes qui marchent mieux. Et donc ça, c'était important qu'on vous fasse voir, qu'on vous fasse entendre des choses, un autre regard, des choses qui existent. C'est pas une vue de l'esprit. Anne Lalou, quand elle monte son école, on part de rien. On arrive aujourd'hui, alors c'est gentil Anne Lalou d'être humble sur les 300 élèves, que 300 élèves, effectivement, comparativement à la chambre de commerce, bon, c'est moins d'élèves, mais c'est un projet qui n'est pas ridicule du tout. Et ces projets-là, ils sont forts. Ils sont pas, c'est pas des vues de l'esprit. La chambre de commerce et de l'industrie, plus plan-plan que ça à une époque, désolé, non mais ça présageait d'une... Non mais l'image était catastrophique pendant une époque. C'est pour vous dire que ça bouge dans ces institutions-là, les hommes et les femmes, ou l'inverse, selon, en tous les cas, prennent à bras-le-corps tous ces sujets-là. Et donc et Pierre, bon, c'est pas une nouveauté non plus, depuis longtemps vous travaillez sur ces sujets-là. Donc voilà, aujourd'hui, il y a une vraie interaction entre les citoyens et leur désir d'être acteurs de leur vie. C'est pour ça que j'ai souligné cet élément-là, parce que c'est finalement le point commun dans tout ce que vous avez dit. Ne restez pas spectateurs. Et la notion paternaliste, elle est fondamentale, elle est très profonde. Justement, dans bien des métiers, je viens du milieu de la santé, les lois ont changé à partir de 2002 en ce sens-là. C'est-à-dire qu'on sortait du système paternaliste où le médecin décidait pour nous. C'est à cette époque-là, donc c'est déjà une lame de fond qui a plus de 15 ans. Donc sur toutes les bases de la société, c'est ça qui est en train de changer, de basculer. Je vous propose tous d'interagir, donc on n'a que 2 micros, donc on va en garder un pour nos intervenants, et puis moi je vais faire passer le mien au fur et à mesure pour des questions. Alors soit vous avez une question pour un des intervenants bien précisément, soit au contraire vous lancez votre question à la volée, et puis on se concertera moyennant une réunion de 2-3 heures pour savoir lequel va pouvoir répondre. Et donc n'hésitez pas à poser des questions, et il n'y a pas de questions idiotes, il y a surtout des questions qui vous interpellent. Alors, est-ce qu'il y a une première question? Alors là, Luc, tout de suite. Luc Jeanne-Analté, BNP Paribas, membre de la Fondation Espérance Banlieue qui crée des écoles dans les banlieues. Donc vous faites 2 speakers, faisiez une offre de service pour les ateliers et autres. Pratiquement, comment ça se passe? Et est-ce que vous connaissez cette Fondation Espérance Banlieue qui est très dynamique? Alors, je la connais très très bien parce que j'ai un jour animé un atelier à la Fondation Bettencourt qui soutient votre projet. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de contacts avec M. Lafontaine, c'est ça, M. Fontaine? Oui, directeur général. Voilà. Et donc, je lui ai encore envoyé ses vœux il y a quelques jours. Je suis intervenu, je crois que c'est au mois de juillet, vous avez rassemblé les professeurs. Donc, je lui ai donné 3 heures d'atelier, il y a à peu près 1 an. Et on me rappelle aujourd'hui pour voir un peu ce qu'on peut faire. Donc, et c'est vrai qu'on peut vraiment, vraiment aider les professeurs. Ça leur ils étaient en 3 heures d'attente, ils avaient découvert plein de choses. Donc, volontiers, c'est sur mes tablettes. Merci. Merci. Oui, juste peut-être pour Bah dire oui. sur la fabrique, effectivement, donc avec grand plaisir. Enfin, nous, Espérance Banlieue aussi, c'est quelque chose qu'on connaît. Et je pense que c'est des sujets qui nous parlent de la même manière. C'est à quelle saison vos ateliers? C'est en général mois d'avril, mars-avril. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une autre question sur cette... alors
Je lance le micro. Alors, Justine, tu veux bien essayer? Merci. Non. Il faut qu'on entende. Je voulais juste revenir sur la question de confiance en soi, parce qu'effectivement, je pense que c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, dans l'entreprise où je travaille, on voit des personnes qui s'intéressent, par exemple, ils veulent devenir data scientist. Ils le font le soir quand ils rentrent à la maison, et au bout de quelques mois, ils viennent nous voir en disant « c'est bon, j'ai fait la formation, je suis data scientist », ce qui est formidable. Mais c'est effectivement quelques petits cas. Et effectivement, je pense qu'il y a besoin de travailler sur la confiance en soi chez les autres, pour qu'ils puissent se dire un jour, tiens, je voudrais peut-être évoluer vers un nouveau métier. Alors, comment le faire? Je pense que si vous avez des témoignages dans les entreprises, etc., ça m'intéresse, parce que comme ça révèle un peu de sphère privée, c'est très compliqué. On ne peut pas dire à un employé, tiens, on va travailler avec toi, la confiance en soi. Donc, comment faire? Je vais d'abord parler sur le plan neuroscientifique. La notion de confiance en soi est quelque chose qui se forme dans les 10 premières années de l'existence de l'enfant, dans ce qu'on appelle le paléolimbique. C'est une partie du cerveau très archaïque, qui n'est pas consciente. Et donc, voilà, alors il y en a qui ont trop confiance en eux, qui deviennent un peu, je dirais, dominants, et puis d'autres qui sont plutôt soumis. Alors, on a tous les protocoles pour changer ça, hein. C'est un travail à faire sur soi, tout ça existe. Par contre, je donne souvent cet exemple lorsque je donne des conférences, j'affiche 4 opérations mathématiques, vous savez, où vous avez 6 plus 2 égale 8, 10 plus 4 égale 14, et puis 8 plus 3 égale 10, ok? Et je demande à l'Assemblée, qu'est-ce que vous avez... il y a quelque chose que vous avez remarqué, et tout le monde dit il y a une faute, il y a une erreur. Alors qu'en fait, lorsqu'on est face à un enfant, c'est intéressant de lui dire tu as 3 bonnes réponses, mon petit chou. Alors qu'il y a 4 réponses à donner, il y en a 3 bonnes et une qui est à côté. Et donc lui dire tiens mon petit chou, tu as 3 bonnes réponses. Et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant à ce moment-là? C'est qu'il va se passionner pour trouver la 4e. Mais le problème, c'est qu'on est dans une culture où on voit toujours les fautes et les erreurs, on est avec les pics rouges, hein, et petit à petit, il y a une mésestime de soi. Alors ça peut être dans une branche, ça peut être dans une chose ou une autre, et l'éducation est très importante dans les 10 premières années sur l'estime de soi. Hein. Ça peut se corriger par après, c'est un travail à faire, mais dans les entreprises aussi, on a tendance à dire « oui, là, c'est pas bon, là, etc. » Alors, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Alors, c'est pas qu'il faut négliger ce qui n'est pas bon. Seulement, il faut d'abord éveiller les personnes à trouver une fierté, une dignité d'eux-mêmes de ce qu'ils ont fait. Et après, ils sont beaucoup plus à l'écoute pour s'améliorer. Donc, c'est une question, en fait, c'est une manière de communiquer, une manière d'éveiller l'autre, mais pour le faire, il faut soi-même déjà avoir fait un travail sur soi. Parce que sinon, on tombe toujours sur l'erreur. L'erreur, c'est un instinct très créature, hein, parce qu'au fond, une seule erreur dans la nature peut provoquer la mort. Hein. Une seule erreur. Donc, c'est normal qu'on voit les erreurs. Donc, c'est important de passer de l'autre côté. Mais dans la question, il y a aussi toute cette problématique typiquement française de la relation à l'échec positif ou l'échec pas positif. C'est-à-dire qu'il y a ce que Pierre dit qui est absolument fondamental, et en fait, on sait les bases narcissiques, c'est entre 0 et 3 ans, etc. Dans l'entreprise, c'est trop tard, hein, pardon, mais vous pouvez être plus bienveillant, mais globalement, c'est plié. En revanche, la notion de l'échec et de l'échec positif, et la notion de valoriser, d'apprendre de l'échec, et toute cette dynamique très anglo-saxonne, il faut absolument qu'elle arrive en France. Et de manière générale, pour revenir sur l'entreprise, alors je ne sais pas du tout qui est dans l'audience, moi, donc après je serais ravie que vous me le disiez, enfin, l'entreprise n'est pas bienveillante, et elle est encore moins depuis 2006-2007, enfin, l'entreprise c'est une catastrophe. Et aujourd'hui, avec la transfo digitale, on a maintenant des directions des ressources humaines qui sont effectivement en train d'essayer de faire évoluer les choses, mais au niveau les plus élevés de l'entreprise, quelque part, la crise de 2008 a donné tous les droits et a libéré, au-delà des égos, les exigences des dirigeants. Et il y a, pour moi,
un vrai hiatus entre les discours et la présentation extérieure et la réalité de la vie de l'entreprise. Et donc, ça n'aide pas pour la confiance en soi si on veut reboucler pour le droit à l'échec. Je rajouterais juste peut-être une chose. Aujourd'hui, il y a quand même une évolution qui est en train de se faire dans les entreprises et je pense qu'il y a quand même des managers qui deviennent de vrais managers bienveillants. Et je pense que c'est peut-être lent, mais il y a quand même une transformation qui arrive progressivement. Et donc tout ce qui est méthode appréciative, psychologie positive, ça commence vraiment à venir. Et donc je pense, même si effectivement par rapport quand on est jeune, c'est quand même l'idéal, les gens arrivent à retrouver de la confiance, à avoir envie de travailler ensemble. Et je pense que l'intelligence collective, quand elle est mise en place dans les entreprises, aide énormément aussi. Donc on a, bien sûr, on sait que le constat n'est pas si simple, on sait que c'est compliqué, et on a pris un parti pris ici, à chaque fois, d'imaginer, de montrer tout ce qui était possible. Donc oui, dans l'entreprise c'est compliqué, et on a bien conscience qu'en 2008, on a tout demandé à tout le monde de faire le boulot de 5 personnes, mais à 2 parce que compression de personnel, et qu'une fois que la crise est partie, on a trouvé que ça marchait bien, donc on va rester avec les 2. Donc c'est devenu insupportable, d'accord. Et en même temps, tant mieux. Parce que tout ça est en train de légitimer cette lame de fond dont on parle, qui était sans doute très marginalisée pendant une époque, et qui aujourd'hui est devenue plus que mode, est devenue une référence. Alors oui, pour le moment, c'est encore une référence beaucoup dans le discours. Moi, j'ai la chance d'être Chief Happiness Officer dans quelques structures comme ça, mais je vois d'autres collègues Chief Happiness Officer, ou qui sont des anciens Office Managers, ou voilà, et il n'y a pas de budget, ils n'ont aucune hiérarchie, avant d'arriver à parler au patron, donc là, ça n'a pas de sens, on est d'accord. Mais pourtant, dans bien des entreprises, c'est des postes de direction, avec un vrai budget. Dans d'autres entreprises, c'est pas simplement de mettre on en a déjà parlé sur le Flex Office, on a fait une conférence débat là-dessus, c'était passionnant également, c'est pas seulement de mettre un baby-foot au milieu de l'open space. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place, de transformation, d'agilité, c'est pas simplement des mots, et ça commence déjà à se mettre en place. Mais je le dis, je sais que c'est normal qu'on se pondère les uns les autres, mais on a un parti pris ici, c'est de vraiment toujours voir ce qui se fait de bien, parce qu'il y a des choses qui se font. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Géraldine, on attendait ta question. On n'était pas préparés. Merci beaucoup pour tous ces témoignages qu'on a eus. Donc effectivement, moi, je suis Géraldine François, je suis directrice générale de Futurski, qui s'occupe de la transformation des compétences pour les adultes, et non pas les jeunes. Et en fait, c'est une filiale de Manpower Group. J'ai une question pour Pierre Morquins, notamment sur la neuropédagogie et cette capacité à apprendre, puisque nous, on s'occupe d'adultes. Et effectivement, je vous rejoins complètement sur l'état d'esprit des jeunes pour apprendre. Et donc, nous, on s'occupe des adultes pour les migrer vers des nouvelles compétences. Et donc, il faut évidemment qu'ils soient motivés, il faut qu'ils aient envie, etc. Et nous, notre travail au quotidien chez Futurski, c'est de mettre en mouvement ces collaborateurs. Donc, évidemment, au départ, on évalue leur capacité, leur motivation, leur personnalité, et puis après, on met en place toute une architecture pédagogique pour que, voilà, au fur et à mesure du temps, l'adulte accepte d'apprendre à apprendre. Là où j'aimerais bien avoir votre témoignage, c'est justement d'autres... quels sont votre témoignage sur la neuropédagogie pour mettre en mouvement, parce qu'effectivement, nous, on est ouvert à tous les nouveaux outils, nouvelles solutions, nouvelles approches, pour mettre en mouvement cet adulte qui, effectivement, la confiance en soi, maintenant, voilà, il a un état des lieux, donc, comme vous l'avez dit, madame, quand on a 40 ans, voilà, il y a un background, voilà, on doit faire avec, il y a un bagage. Donc, comment on fait? Quels sont vos trucs et astuces, si on peut le dire, pour mettre en mouvement l'adulte? Voilà. Merci, Jeanne. Alors, comment on s'y prend avec... alors là, on ne parle plus des enfants, on parle des professeurs, j'ai une structure où on forme des milliers de gens, on forme 4000 aides-soignantes en France, enfin, on est dans beaucoup d'entreprises pour faire de la formation. Et ce qu'on a remarqué, ce qu'on fait, en fait, c'est un peu notre spécialité. Lorsqu'on travaille, on fait d'abord des ateliers. On fait vraiment des ateliers où on déconditionne les gens. Le déconditionnement est capital. On a tous des conditionnements, on ne s'en rend pas compte.
on a tous des valeurs, hein, et donc, mais lorsqu'on a des valeurs, on a aussi souvent l'antivaleur correspondante. Hein, et ce sont ces antivaleurs, ces certitudes, qui en fait bloquent les gens dans leur apprentissage. Donc, avant même d'apprendre quelque chose, il faut que la personne soit waouh, quoi, qu'elle soit détendue, qu'elle soit ouverte, qu'elle soit curieuse. Et donc, nous travaillons essentiellement sur leur état d'esprit, parce que ce qui va suivre, parce que s'ils veulent apprendre, je ne sais pas, l'informatique ou autre chose, il y a une base qui est nécessaire. Alors, on le fait en 2 temps. Moi, je suis, si vous voulez, celui qui va en premier lieu dans les entreprises. Je donne à peu près 120 conférences dans les entreprises. Ce matin, j'étais à Lyon avec 120 personnes. Et qu'est-ce que je fais? En 1h30, je leur explique comment fonctionne leur cerveau. Et les gens ils sont vraiment là en train d'écouter avec plein d'exemples d'éducation, de couples, de collaborateurs. Et je leur fais comprendre comment, en très peu de temps, on peut créer ces nouveaux liens entre le mode automatique et le mode adaptatif. On a fait des expériences colossales avec l'armée de l'air, avec des changements de comportement en 7 fois 2 heures de formation, avec des augmentations jusqu'à 700% d'amélioration, d'ouverture d'esprit, hein, et durable pendant même 1 an après. Donc aujourd'hui, tout ça s'explique, tout ça peut s'expliquer. Le tout, c'est d'être ouvert à la chose. Et en fait, bon, nous, notre capacité, c'est d'ouvrir le cœur. Et donc moi, je fais la première fournée, je sensibilise, et ensuite, il y a des équipes qui vont former les gens par 10, par 15, par 20 à la fois, sur leur déconditionnement. Et ça change leur vie. Les gens rentrent chez eux, ils voient les choses autrement. Et donc forcément par rapport à l'apprentissage après, que ce soit l'apprentissage numérique, un métier, peu importe, ils ont un autre état d'esprit. Donc nous on travaille toujours sur ce socle-là. Donc, et après ils apprennent les choses, oui, dans les écoles, avec d'autres formateurs. Nous on est dans le soft skills uniquement. Le hard skills, c'est le métier d'autres personnes. Voilà. Donc je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, mais merci. Merci Pierre. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces sujets-là? Par là-bas, Paul. Oui, alors j'ai une question. Alors, voilà. Pour qu'on vous entende bien. Bonjour, bonsoir, Paul Rigassé. J'agis dans le recrutement, j'ai aussi un restaurant. Chaque fois, excellente place. Il se trouve que j'ai écrit, j'ai lu beaucoup de choses sur les générations X, Y, Z, et je suis également remonté sur le 19e siècle et l'arrivée de l'industrie et surtout de l'alphabétisation, qui est globalement un changement fondamental dans la structuration de l'esprit, et ça a entraîné des nouvelles maladies mentales qu'on a vu apparaître au 19e siècle. Ma première question est, est-ce que ces transformations numériques vont amener à des changements de structuration psychique? Première question. Et quand on ramène à aujourd'hui, on constate que dans les entreprises, il y a des gens d'une génération d'avant 1980 et d'après 1980. Donc d'un côté les X, de l'autre les Y et les Z. On va aller plus vite comme ça. Parfois, ces 3 groupes, 2 et 1, ont du mal à communiquer, à se comprendre, comme si leur cerveau n'était pas structuré de la même façon. Donc ma question c'est, est-ce qu'effectivement il y a des vrais changements psychiques et de structuration, et comment peut-on faire pour que les cerveaux se connectent les uns aux autres? Donc ça c'était la deuxième question. Merci. il y en a que 2. Oui. Donc, ça c'est l'entrée plat. Vous pouvez prendre. D'accord. Et dessert plus tard. D'accord. Merci. Bon, je suis désolé, mais je crains que Pierre ait un succès fou pour qu'on apprenne à comprendre ce cerveau. Mais effectivement, après, on peut passer la parole parce qu'évidemment, il y a des choses pertinentes à dire. Alors, sur ces 2 questions, Pierre. Oui. Alors le cerveau humain, grosso modo, qu'on soit africain, européen ou américain, le cerveau humain, grosso modo, a la même structure et les mêmes substrats cérébraux. Mais,
il est conditionné, il est formé en fonction de la vie de tous les jours. Alors, les générations avant 80, bon, je dirais même en remontant plus loin, on était fort dans nos automatismes. Je veux dire, si je prends les gens d'il y a 100 ou 150 ans, entre la naissance et la mort, il y avait peu d'évolution. Hein. Je parle d'ici il y a 200-300 ans. On apprenait sur le tas. Hein. On apprenait sur le tas, donc l'apprentissage, l'école de l'époque était fabuleuse, puisqu'on apprenait à écrire, à lire, et on s'épanouissait à partir de là. Aujourd'hui, le monde a totalement changé, parce que les choses vont tellement vite, tellement vite, tellement vite. Alors, les générations depuis 1980, c'est une question intéressante, parce que 80 est vraiment une charnière. Donc, le 80, ça veut dire que c'est en 2000, ils avaient 20 ans, quoi. Et ils sont confrontés aujourd'hui au changement perpétuel. Hein. Donc, lorsqu'on voit, ils sont là, vous allez dans le métro, ils sont là tous avec leur smartphone, et nous-mêmes aussi. Donc, il y a une espèce de capacité de gérer beaucoup de choses à la fois. Et ce n'est pas le mode automatique qui sait gérer beaucoup de choses à la fois. Lui, il ne sait gérer que 5 à 6 choses à la fois. Le mode, le préfrontal peut gérer des centaines de liens à la fois. Et donc, en fait, ce qui est en train de se passer de façon positive, c'est que l'humain d'aujourd'hui a de plus en plus une capacité d'évolution, de développement, d'ouverture, mais aussi, forcément, il y a l'envers, c'est que si on reste accroché, on devient accro à toutes ces choses-là, ben, il y a des automatismes, etc. Donc, ce monde, alors on parle aussi d'intelligence artificielle. Hein. L'intelligence artificielle, peut-être qu'un jour on va commencer à greffer des choses dans la tête des gens à l'arrière, parce que l'intelligence artificielle ne touche que le mode automatique. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui nous permettra d'avoir des véritables des émotions, de créer des sentiments, qui est la vraie nature de l'humain. Et moi, je le dis avec mes mots, mais moi je suis passionné de voir ce monde qui est en train de changer, mais nous devons vraiment prendre conscience de nous, travailler sur nous-mêmes, parce que nous n'avons plus à subir un monde, on a à le créer. Et pour ça, il faut de la bonne volonté, de l'ouverture, de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence des sentiments. Donc, oui, je n'ai peut-être pas répondu à votre question, mais c'est une lame de fond aujourd'hui qui est intéressante. Et si on est là et qu'on en parle, c'est parce que ça nous intéresse. Donc, nous sommes tous des petits colibris pour changer les choses. Mais, voilà. Alors, est-ce que nos autres intervenants ont des choses à dire sur ce sujet? Alors, non, Jean-Luc. Moi, je crois que alors cette confrontation, elle est encore plus violente dans une salle de classe. Et avec une remise en cause perpétuelle, finalement, de gens qui sont avant 80, avec tous les ans, des générations qui avancent et qui changent. Et donc, elle remet en cause complètement le modèle éducatif aussi. Et pas simplement une problématique de dire est-ce que moi je suis en connexion avec dans l'entreprise derrière. Et ça, c'est vraiment un processus de transformation qui est extrêmement prégnant, important. Et sur les corps professoraux qui animent nos écoles, c'est un enjeu qui est devant nous, qui est de tous les jours, pour arriver à voir comment je fais du place contact la chose qui va être la plus forte en valeur apportée, quelle est la valeur qui est apportée par ce classe contact, là où les attentes évoluent en permanence et où l'enseignant se retrouve vraiment complètement remis en cause, le plus souvent désormais, dans ce qu'il est capable d'apporter et sur sa pratique, qui est sa pratique pédagogique. Et s'il y a un métier qui est aujourd'hui un métier qui est, et sur lequel on investit dans notre pays pas assez, et où il faut quasiment pas, c'est vraiment effectivement de dire comment je dois me projeter avec ce qui est de la transmission effectivement de compétences, de savoir,
comment je peux arriver à me positionner en apportant de ces compétences et de ce savoir, mais avec des attentes qui évoluent de plus en plus. Ce qui est, je crois, là encore, un enjeu majeur, c'est de travailler sur le collectif. Collectif que représente la salle de classe. Et là, on a en face de nous des jeunes qui savent naturellement ce que c'est que le collectif, avec des enseignants qui ont une culture qui est tout sauf du collectif. C'est un enseignant, il est avant toute chose individuel. Alors, il travaille dans une équipe pédagogique, c'est vrai, on arrive à faire des choses, mais comment, effectivement, on recrée ce collectif? Et c'est un vrai changement de posture et un vrai changement de culture qui est devant nous. Et c'est comme ça, je crois, qu'on arrivera à faire transformer aussi ce dialogue, où là, effectivement, on a des dialogues intergénérationnels qui sont extrêmement compliqués. Merci, Jean-Luc. Moi, juste rebondir à ce que vous avez dit. Pour moi, une école, ça va être maintenant vu comme une communauté apprenante, où chacun a sa posture, y compris l'enseignant, il est un médiateur du savoir, il n'est pas... Sachant, moins un sachant. Et il est moins le sachant, parce que de toute façon, aujourd'hui, ceux qui sont intéressés sont déjà allés chercher le savoir. On a orchestré la possibilité déjà d'aller le chercher, donc à un moment donné, ça doit être un lieu d'échange, mais ça passe par les postures des uns et des autres. Et donc, on a aussi à apprendre, et d'ailleurs c'est une des choses qu'on fait en début d'année, faire comprendre la juste posture aux étudiants, parce que il y a un peu un truc, j'arrive de l'école, j'ai payé pour être là, vous me donnez quoi en échange, hein? Donc il y a un peu un côté, je suis client. Et donc ça, il faut leur dire, attendez, pas du tout. Donc là, on a changé les postures de chacun. Et sur la génération X, Y, Z, moi je l'appelle aujourd'hui la génération 3C, c'est-à-dire elle est communicante, elle est collaborative, elle est connectée, et c'est vraiment ce qui la caractérise. Donc c'est autour de ça aussi qu'on doit tous réfléchir et travailler, y compris dans l'entreprise et à l'école. Alors moi juste peut-être pour compléter, aujourd'hui je trouve qu'on a du mal justement à dire qu'on a des catégories différentes X, Y ou Z. Je pense qu'il y a des caractéristiques pour chacune de ces catégories, et chacun, qu'il soit avant 80 ou après 80, a une partie des caractéristiques de la X, de la Y ou de la Z. Et je pense que connecter les deux cerveaux entre eux, je pense que c'est avant tout un problème de relation de soi-même et de la relation à l'autre. Donc je pense que le savoir-être est une force, et travailler sur la relation à soi et la relation aux autres est la meilleure façon de communiquer, quelles que soient les caractéristiques des différentes générations. Un tout petit mot aussi pour répondre à un monsieur que j'ai oublié tout à l'heure. Jusqu'en 1980, grosso modo, on était piloté par des valeurs. Les valeurs, à l'époque, c'était la patrie, les valeurs morales, les valeurs ceci. Et ça a complètement changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit se remettre en question pour construire ces valeurs plutôt que de les recevoir de l'extérieur. Et c'est un changement, ça nécessite une autonomisation de la personne, de prise de responsabilité de soi. Et à mon avis, c'est aussi un élément qui change notre façon de perception de voir les choses. Avant, le respect, c'était le respect de la hiérarchie. Aujourd'hui, le respect pour un jeune, c'est je suis moi, toi tu es toi, et on est égal. Et en fait, ils ont peut-être bien raison. On a tous les deux, ça ne m'arrange pas. Hein, voilà. Oui, ça m'arrange bien, moi. C'est comme ça qu'on apprend les autres. Non, moi je voulais juste, j'atterris après Pierre sur un truc extrêmement pragmatique. En revanche, l'intérêt des gros sujets de cette génération, c'est que les écrans ont créé un effet, enfin moi c'est une génération sur laquelle on a des vrais problèmes de sommeil, et donc d'état dépressif, et donc parce que moi je suis absolument frappée par la fragilité en tout cas de mes étudiants, qui est liée à des états de fatigue, qui est liée à des états de dépendance, et c'est quelque chose sur lequel je crois qu'il n'y a pas de responsabilité à chercher sur les parents, les ceci et cela. Il y a à modifier ou à éduquer également là-dessus de manière assez profonde, parce que sinon ça va avoir des conséquences, y compris en termes de savoir-être. En
En fait, ce que Florence disait tout à l'heure, il y a des typologies à l'intérieur, des caractéristiques à l'intérieur de ces trois générations. On peut les imaginer comme un fonctionnement d'archétype, avec finalement les trois générations qui sommeillent en chacun de nous, plus ou moins. On voit des générations Y ou même Z qui ont des comportements encore plus rigides que des X ou baby boomers, et on voit... oui, voilà, et puis pourtant, on voit également des personnes de 50, 60, 70 ans, 96, pourquoi pas, Edgar Morin, voilà, qui sont bien plus connectés, bien plus ouverts que bien les générations Z. Donc ce fonctionnement, on les classe pour comprendre qu'il y a une évolution. Je voudrais aussi vous amener à réagir sur cette notion de temporalité. Moi, c'est un sujet qui me passionne parce que la problématique de nos jours, des différences entre les générations, on a fait une conférence débat sur l'intergénérationnel, il y a toujours eu cela. Par contre, on n'a pas sauté une génération, on en a sauté 10 d'un coup. Avec cette problématique de connectivité, c'est une problématique, ça ne veut pas dire que ce soit un problème, ça veut juste dire que ça nous pose question parce que la temporalité s'est considérablement augmentée et écrasée même, d'une certaine manière. Donc le gap qui s'est produit en l'espace d'une seule génération a été colossal. Et il est probablement plus difficile à digérer dans les relations interpersonnelles de nos jours, et ça demandera un effort. Avant, on ne faisait pas l'effort de comprendre la nouvelle génération. Elle faisait ce qu'on lui dit, puis point. Là, aujourd'hui, ça nous demande un effort à tous de se comprendre, aux nouvelles générations et aux anciens. Mais les deux. Et c'est ça qui est passionnant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, une question par là. Justine, hop là, qui vient du fond de la salle, en volant. En fait, c'est pas une question. Ça marche? Non. Non. Alors, il y a des... Non. Vers le haut. Tout le monde attend, mais c'est juste pour dire que voilà. En fait, je rebondis sur ce que tu disais, dans le sens où c'est la recherche du sens de ce que monsieur disait aussi avant. Pour qu'on soit connecté, finalement, c'est de savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et quel sens ça a, pour qu'on soit réconcilié finalement avec le monde. C'est ce qui est commun entre tous, en fait. C'est la notion de valeur et d'individuation, absolument. Mais donc ces valeurs qui ne sont plus des valeurs imposées, ce que Pierre disait tout à l'heure est très très intéressant. C'est et quelles sont mes valeurs à moi, en fait, et comment je m'intègre dans les valeurs de l'entreprise, dans les valeurs de ce pays, dans les valeurs de l'autre en face de moi. Alors, une petite question, il y en a deux, une là et après devant, super. Viviana Baron, je travaille dans le domaine de la formation depuis plusieurs années. J'ai passé un grand moment de ma carrière à l'INSEAD, que je viens de quitter pour rejoindre une petite structure. Et là, je voudrais rebondir sur l'intervention de Anne Lalou. Vous demandiez s'il y avait d'autres modèles. Donc là, cette petite structure que je viens de rejoindre est un club d'entreprise. Et nous faisons du co-design, beaucoup du travail d'équipe. D'ailleurs, j'ai attrapé avant de partir un petit livre, nos valeurs, c'est Share, Listen, Collaborate, Create and Dream. Nous essayons vraiment d'ouvrir l'esprit des managers, des directeurs. Les entreprises sont des membres, sont des multinationales. Nous avons 20 membres. C'est une organisation qui existe depuis presque 50 ans. Donc oui, il existe d'autres modèles. Et il y en a certainement d'autres, et je pense que d'ici les années à venir, il y en aura beaucoup d'autres. Ça, c'est l'avantage de notre époque. Monsieur Mourkens, j'ai vraiment très apprécié votre présentation. Une question très concrète, parce que nous utilisons aussi des techniques pour ouvrir l'esprit et pour faire que les managers, les directeurs regardent autrement leurs projets et leurs missions. Nous agissons au niveau des N-2 dans des multinationales, donc c'est important. On les emmène marcher dans la forêt, par exemple, pour réfléchir autrement. On fait du désapprentissage pour réapprendre après. Pas mal de petites techniques. Maintenant, vous avez parlé de déconditionner, déconditionnement.
Concrètement, comment vous y prenez-vous et est-ce que vous accepteriez de nous faire une petite expérience ce soir ou nous dire comment nous faire déconditionner? Alors, juste avant que Pierre réponde, comme ça lui laisse le temps de réfléchir, une des histoires fondatrices de notre think tank, Dominique y tient particulièrement, c'est la pomme de Newton. C'était le symbole qu'on avait sur notre premier logo, Oui, il y a toujours la pomme, mais disons que c'est un symbole qui était fort pour nous. Est-ce que si Newton était resté dans un open space ou dans un bureau, il aurait compris cette théorie de la gravité? Est-ce qu'il aurait compris ça? Et donc finalement, c'est le fait de sortir de son environnement de travail, de se confronter à la vraie vie, qui peut-être lui a permis de s'ouvrir et de nous faire avancer sur ce sujet-là. Donc c'était cette petite joke, cette illustration qui fait partie de notre ADN dans le think tank et qui illustre bien ce propos-là, par exemple. Alors le déconditionnement, Pierre. Comment est-ce que vous allez pouvoir nous déconditionner? Alors, on va faire un exercice. Allez. On va tous se mettre debout. Ben oui. Voilà. Ok. Donc c'est un exercice, c'est pas un exercice cognitif. Les exercices cognitifs sont très puissants pour déconditionner et créer des nouveaux circuits. Et ce sera un petit exercice de multisensorialité. D'accord? Voilà. Alors, je vous propose ça va durer à peu près 3 minutes. Je vous propose de fermer les yeux. Ça va vous permettre, voilà, de bien vous sentir sur vos 2 jambes. Et donc, de suivre un peu mes instructions. Donc, voilà. Alors, on va, dans un premier temps, je vais vous demander à chacun d'écouter un bruit qui est quelque part dans la salle, peu importe, de vous focaliser sur un bruit, sur ce que vous entendez. Alors, c'est vrai qu'il fait très calme, mais essayez de percevoir, ne fût-ce qu'une respiration. Une fois que vous avez fait ça, vous allez essayer d'assimiler un 2e bruit, une 3e, ça peut être un environnement. Vous vous focalisez sur ce que vous entendez avec vos oreilles, jusque dans le moindre détail. Et vous éprouvez les choses. Et maintenant, vous continuez dans ce même état d'esprit de vous focaliser sur les bruits, sur les sons, sur ce que vous entendez. Et en même temps, vous allez mettre de la conscience sur votre respiration. L'inspiration, l'expiration, tout en écoutant toujours les bruits, en écoutant ce qui se passe autour de vous. Et être concentré sur votre respiration. Puis, vous gardez toujours l'éveil sur les bruits, sur cette respiration, et vous commencez à mettre de la conscience sur les vêtements qui touchent votre peau. Sentir qu'il y a une réalité. Sentir que vos pieds sont bien sur le sol et que vous sentez votre positionnement sur le sol tout en écoutant les bruits, tout en écoutant votre respiration. Concentrez-vous sur l'ensemble de ces éléments. Votre respiration, ce que vous entendez autour de vous, votre positionnement, voilà, votre pantalon, votre jupe qui touche votre peau, la chemise, ce que vous ressentez, tout en écoutant l'ensemble de ces éléments. Et puis, maintenant, tout en restant totalement focalisé sur tout ce que je viens de vous dire, vous allez commencer à ouvrir lentement vos yeux et regarder autour de vous, faire comme si vous veniez de la planète Mars et vous émerveillez, vous découvrez un monde que vous ne connaissez pas, vous regardez les choses, vous êtes étonné, vous ressentez cette impression tout en sentant votre respiration, découvrir le monde, ressentir ce qui se passe en vous, et petit à petit, regardez autour de vous les autres personnes. Tiens, mais
C'est quoi tout ça? Dans quel monde je suis? Et petit à petit, tout en faisant l'ensemble de ces sensations, vous utilisez vos 5 sens, vous éprouvez alors une prise de recul. Et petit à petit, en fait, ce qui se passe là, très, très concrètement, c'est que le mode automatique ne peut gérer que 5-6 choses à la fois. Et en faisant cela, vous créez de la sérénité. Vous créez une capacité d'intuition, d'ouverture. Alors, lorsque vous faites cet exercice, voilà, on va l'arrêter là, lorsque vous faites cet exercice tout seul, dans votre jardin, dans votre salon, n'importe où, les fenêtres ouvertes, il est intéressant d'abord de vous captiver, de percevoir un moment, quelque chose qui vous stresse, qui vous énerve. Et lorsque vous faites cela, vous dégagez vous sortez de vos modes automatiques, vos certitudes, vos croyances, vos rigidités, et vous adoptez en fait une autre façon de regarder les choses, et c'est là que vous vous sentez beaucoup plus serein. C'est là que vous aurez en fait des solutions. Donc l'important, bien sûr, je ne l'ai pas dit au début, c'était de partir de quelque chose. C'est une erreur de ma part, j'ai été un peu trop vite, de faire cet exercice lorsque il y a quelque chose, voilà, qui vous énerve, vous angoisse, vous décourage. Et on sort, c'est-à-dire que le mode automatique, on le sature. On a une saturation du mode automatique qui oblige la bascule et qui permet en fait de se positionner. Dans les classes, dans les écoles, on fait un peu de méditation, lorsque vous faites de la sophrologie, du yoga, lorsque vous faites des arts martiaux. Ce sont toutes des techniques pour faire lâcher prise, pour faire de la bascule. Et donc l'intérêt, c'est de comprendre ce qui se passe derrière pour l'ancrer de plus en plus. Merci beaucoup, Pierre. Merci, mais on va terminer là-dessus. Je vous propose d'applaudir nos 4 intervenants. C'était une soirée exceptionnelle. Merci beaucoup d'avoir été là tous les 4. Les 4 intervenants interviennent bénévolement, je tiens vraiment à vous le préciser. Donc, ils vont tout à l'heure, là, juste après moi, juste avoir 1 ou 2 minutes pour parler, s'ils ont le souhait, de ce qui les anime et de ce qui les meut ces temps-ci. Et puis après, il y a un petit buffet, c'est un petit buffet, on va dire, très modeste. Hein, on a fait une participation très très faible de la soirée, c'est notre volonté. Donc voilà, c'est juste histoire de discuter entre nous, de pouvoir échanger des points de vue, pouvoir échanger des cartes, pourquoi pas. C'est aussi intéressant de se rencontrer alors qu'on ne se serait pas rencontrés dans d'autres circonstances. Et merci vraiment à vous tous pour cette belle soirée. Alors, Pierre, voilà, moi je vais... Voilà, votre activité, voilà, allez, 30 même 30, donc forcément au fil de ces temps, on a développé une association qui fait de la formation certifiante. Et en fait, moi, le plus beau cadeau que je peux vous faire aujourd'hui, c'est de vous donner des invitations, parce que nous donnons toutes les semaines à Paris, aussi et en province. Et en province, à Lyon, à Marseille. Il y a pas des gens de Paris ici. Ah oui. Très bien. Et donc, il y a des invitations sur le chauffage, là, sur le radiateur. Ce sont des invitations. Nous donnons des séances gratuites de 3 heures sur l'ensemble de nos recherches, avec toutes les applications possibles. Et donc, ça se passe toutes les semaines à Paris et dans les autres villes, 1 fois par mois. Donc il suffit d'aller sur le site, vous inscrire, c'est 3 heures de passion. Et c'est passionnant, je tiens à vous le dire, parce que j'ai déjà eu pas mal d'échos. Je ne vous l'ai pas dit, Pierre, mais c'est vraiment quelque chose de vraiment passionnant. Est-ce que, Florence, qu'est-ce que tu pourrais dire sur... Avec grand plaisir, si vous êtes intéressé par la Fabrique Spinoza, donc le think tank du bonheur citoyen pour le bonheur au travail ou le bonheur à l'école. Donc il y a le site, la Fabrique Spinoza, et on fait des apéritifs. Apéritif 1 fois par mois, et donc vous êtes bienvenus aussi pour échanger, venir voir comment ça se passe, quel serait le groupe qui vous intéresserait, et avec grand plaisir pour vous. Et de participer activement à ces réflexions et à ce changement dont on est tous acteurs. Jean-Luc.
au niveau des agendas, moi je vous invite à aller au Salon des entrepreneurs. Ah, c'est voilà. C'est le 7 et 8 février. Et donc on est dans C'est une bientôt. maison qui est une maison qui a marqué l'entrepreneuriat. Et donc c'est normal qu'on puisse en parler aujourd'hui. C'est un événement exceptionnel, toujours. Et donc n'hésitez pas à y aller. Merci. Alors Anne Lalou, cette école. J'ai pas d'agenda, j'ai juste Une école, c'est tout. Non, j'ai juste à vous dire que moi je pense que chacun d'entre vous, on a la responsabilité d'aider les jeunes qui sortent de nos écoles à ne pas subir leur vie professionnelle mais à la choisir. Et nous on essaye de leur donner le socle pour permettre ça. Et en fait je compte sur vous pour leur autoriser ça. Merci. Merci à tous. Merci au buffet.